Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs d'avoir associé le gouvernement de la République du Congo, Brazzaville, à cet important colloque et de lui avoir fait l'honneur d'intervenir dans cette séquence pour introduire les thèmes des 4 tables rondes prévues à cet effet. Mesdames, Messieurs, dans la plupart des traités et conventions internationales, la protection sociale est aujourd'hui considérée comme un des chantiers incontournables pour promouvoir un développement juste et équitable. Elle s'invite de plus en plus dans l'agenda des politiques africaines et de l'Union africaine. Elle mobilise en effet un grand nombre d'acteurs et de décideurs autour d'un même constat: la solidarité entre les forces vives d'une nation est un levier formidable, à la fois pour la cohésion sociale et le développement humain en général. C'est pourquoi il est impérativement nécessaire d'agir avec détermination pour transformer les déclarations de principe en véritable plan d'action. La solidarité n'est pas une idée nouvelle. Il existe en effet depuis bien longtemps, sous une forme traditionnelle, un modèle ancien de protection sociale au sein des communautés rurales. En Afrique, par exemple, des liens de réciprocité ancrés dans la tradition entretiennent dans les campagnes un système de cohésion sociale basé sur les liens de parenté ou sur les valeurs religieuses. Des systèmes traditionnels de cotisation comme la tontine permettent de réduire l'impact des catastrophes sur la vie des individus. Cependant, ces formes de solidarité ne suffisent plus. Face à l'individualisme, à la précarité des conditions de vie de beaucoup d'Africains, dû au changement climatique, à la récurrence des conflits politiques, à la détérioration des termes des échanges au niveau mondial, la vie de nombreux ménages en Afrique est de plus en plus incertaine. Parallèlement à ce constat, en l'absence de réels mécanismes de redistribution, les bénéfices de la croissance économique n'atteignent pas les populations les plus pauvres. Aujourd'hui, il est donc urgent qu'avec l'aide des conseils économiques et sociaux, les États prennent le relais et donnent à la solidarité une dimension nationale dans le cadre du pacte social qui unit les citoyens d'une nation. Il est reconnu que la protection sociale comprend 2 objectifs majeurs: permettre aux individus de survivre quand ils sont malades ou âgés ou en charge de familles nombreuses, réduire l'inégalité devant les risques de la vie et assurer aux individus un minimum de revenus leur permettant d'être intégrés à la société. Mettre en œuvre la protection sociale, c'est donc avoir la vision d'une société juste et équitable qui inclut tous ses membres dans un réseau de solidarité où les risques auxquels chacun fait face sont supportés par tous. Mettre en œuvre la protection sociale, c'est libérer le travailleur de la hantise du lendemain, qui est le premier obstacle au développement, tout en lui offrant le droit de contribuer à la richesse du pays. Mettre en œuvre la protection sociale, enfin, c'est éradiquer le cercle vicieux de la pauvreté pour permettre la mobilité sociale, la croissance économique, la stabilité et assurer à tous une existence décente. Amoindrir le poids du fardeau individuel en donnant toute sa valeur à la notion de bien commun, voilà le défi qui nous attend. La mise en œuvre des socles de protection sociale a déjà commencé dans de nombreux pays d'Afrique, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté menée avec volontarisme par les pouvoirs publics. Cependant, bien que de nombreuses initiatives aient déjà été engagées, beaucoup reste à faire. Dans sa grande majorité, la population active ne bénéficie toujours d'aucune protection.
de nombreux obstacles, souvent propres au continent, n'ont pas encore été surmontés. C'est pour cerner ces difficultés et trouver, grâce à un partage d'expériences, des solutions innovantes que nous sommes réunis à Niamey. Mesdames, Messieurs, quels sont ces grands défis qui nous attendent? Le premier grand défi en matière de protection sociale est la mise en œuvre d'une bonne gouvernance de la mise en œuvre des socles. En effet, les politiques de protection sociale souffrent d'un manque de gouvernance. Les programmes menés par les différents ministères au sein de l'État, mais aussi par les bailleurs de fonds internationaux et les ONG, restent trop souvent cloisonnés, si bien qu'au lieu d'être complémentaires, ils se chevauchent, entrent en concurrence et laissent persister entre eux des failles et des lacunes. Ces programmes qui portent sur le volet sécurité sociale s'intéressent peu à l'assistance sociale et aux stratégies d'inclusion productive devant permettre aux personnes les plus pauvres de bénéficier des prestations de la sécurité sociale. En fin de compte, ils aboutissent à des résultats bien en deçà de ce qu'on pouvait espérer au regard des moyens engagés. La sécurité sociale et l'assistance sociale sont les deux faces d'une même médaille, la protection sociale. L'une ne peut être envisagée sans l'autre. En effet, le développement de l'assistance sociale peut servir de base à l'élargissement de la base contributive au niveau de la sécurité sociale. Les programmes d'assistance sociale portent souvent sur les transferts sociaux, monétaires ou en nature, et sur les prestations d'action sociale. Ces programmes ont le mérite de remettre dans le circuit économique des populations vulnérables, souvent exclues du processus de développement. Les personnes bénéficiaires des transferts monétaires peuvent tirer avantage des programmes d'inclusion productive, leur permettant de développer durablement des activités économiques et de les insérer dans le circuit de production. Ces dernières années, certains ministères ont élaboré des plans de lutte contre la pauvreté, d'autres des stratégies de développement sanitaire et d'autres encore des programmes d'insertion. Les principales dimensions de la protection sociale ont donc été abordées les unes après les autres par des acteurs différents et à des périodes différentes. Cependant, la protection sociale en tant que telle n'a pas réellement été considérée comme un domaine spécifique que récemment, d'où l'absence de politique globale en la matière. Les gouvernements doivent donc relever le défi de développer des passerelles entre les programmes de protection sociale portant sur l'assistance sociale et ceux liés à la sécurité sociale afin de permettre aux ménages pauvres de changer de statut d'assisté à celui de contribuable à la sécurité sociale. Mesdames, Messieurs, le défi de la gouvernance commence d'abord par l'élaboration dans chaque pays d'une politique globale de protection sociale qui intègre tous les acteurs et tous les moyens dans un même plan stratégique. Bien sûr, toutes les catégories de la population n'ont pas les mêmes besoins et des régimes adaptés doivent être mis en œuvre. C'est pourquoi la protection doit être perçue comme un système dont les différentes composantes doivent concourir à l'atteinte de la couverture universelle. Cependant, le défi de la bonne gouvernance ne s'arrête pas là. Il appelle aussi à la promotion du dialogue social. Cette expression, le dialogue social, correspond à une double exigence. Elle signifie d'abord que toutes les idées et toutes les forces de la nation soient mises au service d'un même objectif. De fait, la fragmentation qui caractérise souvent les interventions dans le domaine de la protection sociale est d'autant plus problématique que la réussite des mécanismes mis en œuvre est étroitement dépendante à la fois à leur adaptation à la réalité spécifique du pays et à leur caractère innovant. Le rôle des conseils économiques et sociaux est ici fondamental
et il doit être rappelé. Ils sont en effet à la fois des organes étatiques et des enceintes pour donner libre cours au dialogue social. L'élaboration d'une gouvernance cohérente en matière de protection sociale doit donc commencer par eux. Mesdames, Messieurs, le second grand défi en matière de protection sociale est de rendre le financement des socles pérennes et soutenables. La première condition pour relever ce défi est l'existence d'une véritable volonté politique de la part des gouvernants. En effet, alors que la dépense en protection sociale augmente au fur et à mesure que des programmes sont mis en œuvre, on remarque que la dépense générale des États reste peu élevée, provoquant des insuffisances dans les systèmes de financement. Il est donc urgent que les pouvoirs publics augmentent la part du budget affecté à la protection sociale. Cependant, cet objectif est aujourd'hui difficile à atteindre pour deux raisons. D'abord, certains États qui disposent de peu de revenus ne cherchent pas à augmenter le poste des dépenses consacrées à la protection sociale, car celle-ci n'est pas une priorité dans le cadre de leur stratégie de développement économique. De plus, les décideurs craignent parfois que les transferts sociaux, monétaires ou en nature poussent les bénéficiaires à l'oisiveté au lieu de les inciter à participer activement à la création de richesses dans le pays. Or, de multiples exemples montrent que le développement de la protection sociale permet d'augmenter la productivité et la croissance. De fait, offrir aux individus une véritable couverture contre les risques permet de démultiplier le capital humain, de stimuler l'économie locale et d'accroître la demande agrégée. Ainsi, par exemple, le passage de l'île Maurice d'une économie à monoculture présentant des taux élevés de pauvreté à une économie performante avec une forte croissance économique et les taux de pauvreté les plus bas d'Afrique a-t-il été en partie attribué à sa protection sociale qui représente aujourd'hui 4,4% de son PIB. La seconde difficulté est que certains pays peinent à investir dans la protection sociale car ils ne disposent que de très maigres ressources. Pourtant, il est également admis qu'il est possible d'atteindre des niveaux raisonnables de protection sociale en Afrique, alors même que les contraintes budgétaires sont importantes. Avec un coût équivalent à environ 1,2% du PIB, le Rwanda a permis aux mutuelles de santé de couvrir 91% de la population. Cependant, pour parvenir à ce type de résultat, il est essentiel que les programmes soient financièrement soutenables et ne grèvent pas de façon excessive le budget national. La seconde condition est d'assurer la soutenabilité des modes de financement des socles de protection sociale. Comme pour tout investissement, la protection sociale doit faire l'objet de financements soutenables sur le long terme. De fait, pour être durable dans le temps et permettre aux populations d'être réellement à l'abri du risque, les mécanismes de protection sociale doivent être arrimés à des ressources qui se renouvellent régulièrement au même rythme que les dépenses. Cependant, ces conditions ne sont parfois pas réunies et provoquent des dysfonctionnements dans les dispositifs de sécurité sociale déjà installés. Assurer la soutenabilité du financement passe d'abord par une meilleure efficacité des dépenses. Actuellement, et surtout en raison du manque de gouvernance, les ressources allouées à la protection sociale ne sont pas toujours ciblées sur les programmes qui ont montré leur efficacité dans la pratique. La preuve en est que dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, des lignes budgétaires sont prévues chaque année pour certains dispositifs et ne sont finalement pas dépensées ou seulement en partie, car les personnes qui devaient en bénéficier ne sont pas connues, ou bien parce que le mécanisme en question
et tout simplement peu adaptés aux besoins. Ces dispositifs, parmi lesquels on peut citer les fonds d'indigence, sont alors souvent détournés de leur objectif premier et bénéficient à d'autres catégories de la population, pourtant moins vulnérables. Cela passe ensuite par la création de mécanismes de financement qui mettent à contribution les ressources internes du pays. De fait, l'importance de l'aide apportée par les bailleurs de fonds internationaux dans certains pays donne naissance à des dispositifs de protection sociale trop étroitement dépendants de la conjoncture internationale. Cela réduit de beaucoup la soutenabilité des socles, car une multitude de facteurs que les pouvoirs publics ne contrôlent pas peut alors entraîner des irrégularités dans le versement des prestations. À cet égard, les exemples de programmes ayant dû être interrompus en raison du gel des aides internationales ne manquent pas. De plus, ce type de financement ne correspond pas à la vision de solidarité nationale sur laquelle doit être fondée la protection sociale, qui suppose que tous les citoyens participent selon leurs moyens au financement des régimes. Dans ce domaine, la plupart des pays d'Afrique se trouvent confrontés à un problème de taille qui est la faiblesse des capacités contributives des populations dont découle un espace fiscal très restreint. Cependant, des solutions innovantes et efficaces peuvent être trouvées. Par exemple, le Gabon a mis en œuvre dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire un mécanisme mixte de financement alliant des cotisations calculées selon le niveau de revenu des ménages et des ressources purement fiscales, permettant de financer les prestations versées aux bénéficiaires incapables de contribuer. Ces ressources sont composées principalement de la redevance obligatoire à l'assurance maladie, qui consiste en un versement à l'État par les opérateurs de téléphonie mobile d'une valeur de 10% de leur chiffre d'affaires, ainsi qu'une taxe de 1,5% sur les transferts d'argent à l'étranger. De même, au Ghana, 75% du financement de la couverture maladie provient d'un prélèvement supplémentaire ajouté à la TVA, ce qui permet une redistribution des ressources, étant donné que les biens de nécessité bénéficient d'une dérogation à cette taxe. Par ailleurs, il est aussi possible d'élargir la base contributive en développant en faveur des personnes vulnérables des programmes d'inclusion productive devant leur permettre d'être autonomes et à moyen terme de cotiser. Il est aussi possible de réaliser des économies d'échelle et de maintenir les équilibres budgétaires dans les programmes de protection sociale. Les besoins de financement de la protection sociale sont très importants. Cependant, les ressources pour y faire face sont limitées. Il est important que les mécanismes de financement de la protection sociale soient adaptés à la réalité économique. Ils doivent être pensés en termes de systèmes devant permettre à court ou moyen terme de réduire les coûts administratifs de la prise en charge des bénéficiaires et permettre l'autofinancement à travers notamment les investissements rentables, par exemple logements sociaux, participation au capital des entreprises. En outre, le système de protection sociale non contributif, pour être durable et pérenne, doit constituer un cycle dans lequel les bénéficiaires entrent et sortent à travers des mécanismes de sortie adaptés. Cela éviterait de tomber dans le risque d'assistanat et de maintenir le niveau des investissements. Face à ce deuxième grand défi, des solutions sont donc possibles. Et les conseils économiques et sociaux ont ici encore un rôle primordial à jouer. Par les avis qu'ils donnent sur la politique générale de l'État, ils peuvent participer à l'élaboration d'une politique budgétaire efficace. Distingués participants, le troisième grand défi est d'étendre la protection sociale à l'ensemble de la population, y
compris au secteur informel. Un des obstacles les plus importants dans la mise en œuvre des socles de protection sociale en Afrique est que les institutions préexistantes ne concernent que les travailleurs salariés qui représentent une infime minorité de la population. Dans les pays d'Europe, la première brique posée dans l'édification des régimes de sécurité sociale a été la reconnaissance formelle dans les plans comptables de l'État, notamment des activités des travailleurs. Cette étape est indispensable pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle permet, par le biais de l'employeur ou directement du travailleur, lorsqu'il est indépendant, de prélever automatiquement sur les revenus des individus les cotisations servant au financement de régimes généraux et obligatoires d'assurance sociale. Ainsi, si chacun déclare son revenu en même temps que son activité, l'extension de la protection sociale à la totalité de la population devient possible. De plus, le calcul des cotisations peut prendre en compte le niveau de revenu et introduire des mécanismes de redistribution importants, notamment par le biais de taux d'imposition progressifs. Ensuite, cette organisation permet de constituer des bases de données servant ensuite à élaborer des programmes de protection sociale ciblés vers les plus vulnérables. En Afrique, cette reconnaissance est loin d'être faite. La majorité de la population, jusqu'à 95% dans certains pays, est encore invisible à l'administration et appartient donc au secteur dit informel. De ce fait, les dispositifs d'assurance sociale qui ont pourtant été mis en place dès les années 50 dans la plupart des pays d'Afrique francophone, à la suite de la promulgation du Code du travail des territoires d'outre-mer, continuent de ne couvrir qu'une infime partie de la population. Par exemple, le régime de sécurité sociale du Congo, qui date de 1956, ne concerne aujourd'hui que moins de 15% de la population. Une des priorités dans le chantier de la protection sociale en Afrique est donc de trouver les moyens d'étendre la protection sociale à toutes les catégories de la population. Il est donc particulièrement urgent d'œuvrer activement pour la reconnaissance formelle des travailleurs en Afrique à travers une politique du plein emploi. À cet égard, il est intéressant de constater que la protection sociale est un argument majeur pour inciter les personnes à déclarer leurs revenus à l'administration. De fait, si le statut de travailleur s'accompagne de réelles garanties en termes de protection contre les risques sociaux, le travailleur ne voit plus la déclaration de ses revenus comme une contrainte supplémentaire, mais plutôt comme une opportunité favorable. L'important est donc de créer les débuts d'un cercle vertueux entre protection sociale et reconnaissance formelle des travailleurs, les deux se renforçant mutuellement. Une autre façon de favoriser l'expansion du secteur formel est de créer un statut particulier pour les travailleurs indépendants, comme les artisans, les petits commerçants ou encore les exploitants agricoles, qui sont majoritaires au sein de la population active en Afrique. Or, ce statut est souvent inexistant dans les codes de travail, ce qui entraîne l'enfermement des travailleurs indépendants dans le secteur informel. Certains pays ont déjà pris acte de la nécessité de remédier à cette insuffisance. Le Congo, par exemple, dans une loi de 2011, a prévu que les travailleurs indépendants puissent s'affilier à l'assurance sociale. Cependant, les modalités concernant le paiement des cotisations ainsi que la liquidation des pensions doivent faire l'objet d'une attention particulière. De fait, elles doivent être suffisamment souples pour s'adapter à la grande précarité qui caractérise souvent l'activité des auto-entrepreneurs dans le secteur informel. À cet égard, les mécanismes de cotisation par points peuvent être considérés comme une des solutions envisageables.
Ainsi, toute la législation relative à l'emploi, dans ses volets statutaires et sanitaires, constitue un instrument de promotion de la sécurité sociale. Cependant, cette organisation de la main-d'œuvre doit être accompagnée pour garantir le caractère universel de la protection sociale de mesures de gratuité. L'autre volet du problème est en effet qu'une partie importante de la population d'Afrique ne dispose que de très faibles capacités contributives. Si l'on veut qu'elle soit aussi couverte contre les risques, il faut donc créer des mesures de gratuité, mais aussi des programmes de transferts sociaux et monétaires cohérents. Alors même que les économies africaines se sont développées 2 fois plus rapidement ces dernières années qu'au cours des années 80 et 90, la pauvreté chronique reste le problème majeur du continent. La mauvaise redistribution des ressources ainsi que l'accroissement des risques auxquels sont soumis les ménages entretiennent en effet l'existence d'une partie importante de la population vivant sous le seuil de pauvreté. C'est ce qui explique que si, dans certains pays, la pauvreté a diminué dans son ensemble, elle a augmenté pour les ménages les plus pauvres. Pour se laisser pour compte, soumis à l'insécurité alimentaire et à la vulnérabilité la plus grande en termes de santé, pour ces familles incapables d'envoyer leurs enfants à l'école car ceux-ci leur fournissent une aide dont ils ne peuvent se séparer, pour ces personnes dont le travail ne fournit qu'un revenu de subsistance irrégulier, il paraît impossible de créer des mécanismes de couverture sociale basés sur leurs contributions financières. Il est donc nécessaire pour ces populations de mettre en place des systèmes de protection sociale non contributifs. Les conseils économiques et sociaux ont ici encore un rôle central à jouer. En s'investissant dans les programmes de lutte contre la pauvreté, ils peuvent apporter des préconisations au gouvernement à la fois sur la réduction du secteur informel et sur la mise en œuvre de politiques de gratuité. À titre d'exemple, le CES du Bénin s'est autosaisi récemment sur le thème du secteur informel. Mesdames, Messieurs, le 4e grand défi et le dernier en matière de protection sociale est de déployer efficacement les institutions chargées de la gestion des régimes sur le territoire et d'associer les bénéficiaires à leur gestion. Une gouvernance efficace en matière de protection sociale ne peut se passer d'inclure les acteurs locaux et de s'adapter aux différences entre les territoires. Le premier impératif à cet égard est de coupler l'élaboration du droit à la protection sociale avec la création d'infrastructures locales capables d'en garantir l'application. Trop souvent, les personnes contribuant à un régime d'assurance n'ont pas accès dans la pratique à leurs prestations, car les guichets sont trop éloignés. C'est le cas pour les régimes de retraite notamment. Il arrive également que les centres sanitaires existants au niveau local soient dépourvus de moyens matériels ou financiers et donc incapables de fournir des soins aux personnes alors même que celles-ci ont tous les droits pour les recevoir. Au-delà des infrastructures, le caractère décentralisé du régime et l'implication des acteurs locaux dans la gestion des organismes de protection sociale est d'une importance fondamentale. De nombreux exemples montrent en effet que les systèmes trop centralisés provoquent des pertes d'efficacité importantes, notamment parce que le lien de proximité permet de transformer les bureaucraties rébarbatives en institutions vivantes et dynamiques. Un bon exemple de cela est le système d'assurance maladie au Rwanda, dont le succès est en grande partie dû à son organisation décentralisée. À chaque échelon de l'organisation territoriale, district, secteur, cellule,
les décideurs locaux ont été mobilisés pour participer à la gestion des mutuelles de santé qui constituent la base du régime. Les bénéficiaires ont également des responsabilités puisque chaque mutuelle dispose d'un comité élu dont les membres siègent dans les conseils d'administration des hôpitaux. Dans toute politique de protection sociale, les États doivent également prendre en compte les différences entre les territoires, notamment en termes de besoins. De fait, certains pays ont mis en place des dispositifs de protection sociale, mais en l'absence de dispositifs de péréquation, certaines zones qui ont de faibles besoins sont surfinancées, tandis que d'autres, qui à l'inverse ont des besoins importants, sont sous-financées. À l'opposé, au Bénin, le régime d'assurance maladie universelle est assis sur un financement basé sur le résultat, FBR, ce qui veut dire que l'argent suit le patient. Plus les établissements de santé attirent de bénéficiaires et plus ils reçoivent de subventions. Ce type de mesure semble garantir une plus grande efficacité en pratique. Dans la réponse au défi de la décentralisation des systèmes de gestion des socle, les mutuelles et les systèmes participatifs dans leur ensemble appellent aussi un investissement particulier. Aucune organisation de la sécurité sociale n'est viable si elle ne s'enracine pas dans les pratiques usuelles. Or, la jeunesse de l'Afrique francophone est marquée par le mutualisme et la prévoyance, les placements volontaires et spontanés des paysans, artisans et petits commerçants au sein de tontines, de caisses d'épargne et de mutuelles existent depuis longtemps sur le continent. Il est donc primordial de donner toute leur place à ces dispositifs, en s'appuyant sur leur réseau tout en leur accordant un important soutien financier et technique, en leur laissant une importante marge de manœuvre tout en les soumettant à des obligations en termes de prestations. En les rendant même obligatoires, il est possible d'étendre par leur intermédiaire la protection sociale à la grande majorité de la population. De fait, la mutualisation des risques n'est efficace que si elle est exécutée à l'échelle nationale et gérée à l'échelle locale. Les exemples du Rwanda et du Bénin qui ont créé des mécanismes d'assurance santé sur la base des mutuelles prouvent la grande efficacité de ce genre de mesures. Ici encore, les conseils économiques et sociaux ont beaucoup à offrir. Composés des représentants des divers acteurs sociaux locaux, ils peuvent être les moteurs de la décentralisation et intégrer dans la construction des régimes de protection sociale la préoccupation de la proximité. Mesdames, Messieurs, les 4 grands défis qui viennent d'être décrits exigent, pour être relevés avec succès, des initiatives ambitieuses et innovantes. C'est pourquoi 4 tables rondes ont été organisées lors de ce colloque, chacune étant consacrée à l'un d'entre eux. La première aura trait à la gouvernance nationale, la seconde au mécanisme de financement pérenne et durable, la troisième au problème du secteur informel et la quatrième à la décentralisation des régimes. Chaque fois, des experts de grande qualité interviendront et partageront leurs expériences afin que nous puissions identifier les solutions qui, à l'épreuve de la pratique, se sont révélées efficaces. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention soutenue. J'espère que les 6 panélistes autour de moi ce soir, en
12 minutes de présentation avec la réaction de la salle feront en sorte de combler les lacunes, de donner des orientations, des précisions, pour qu'à la fin de cette séquence, les bonnes recommandations servent les conseils économiques, sociaux des différents pays pour surpasser les objectifs que cet atelier s'est passé. Donc sans plus tarder, nous vous remercions encore davantage par rapport à la présentation. Vous remerciez du timing, parce que si vous voyez le programme, elle devrait faire une introduction sur l'ensemble des 4 thèmes en 30 minutes. Et c'est en 32 minutes qu'elle a terminé sa présentation. Merci pour le respect du timing. Donc pour cela, je pense que sans tarder, on va passer la parole aux panélistes. Et le Bureau international du travail va présenter le premier. J'ai un peu dérangé l'ordre parce que lui, il va parler des principes. Les autres vont parler des cas pratiques. Et la salle va réagir. Abna, s'il vous plaît. Et dans les travaux de ce colloque important. Et comme je le disais, les travaux de ce colloque nous serviront certainement dans la mesure où, au mois de novembre prochain, à Séoul, nous allons avoir un autre colloque international, celui-là, qui va regrouper les conseils économiques et sociaux du monde entier sur la même thématique, c'est-à-dire le rôle des conseils économiques et sociaux dans la promotion des socles de protection sociale. Ceci étant dit, on m'a demandé de parler de la gouvernance des socles de protection sociale. Je voudrais dire que je le fais en mettant ensemble ou en essayant de faire la synthèse entre d'un côté ce que le PID a avancé depuis des années sur la question de la gouvernance en tant que telle, c'est-à-dire une sorte de cure de rappel pour que nous entendions sur ce que nous disons gouvernance et bonne gouvernance. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'au niveau du Bureau international du travail, nous avons une position privilégiée parce que nous avons la possibilité de travailler avec l'ensemble des pays membres de l'Organisation internationale du travail, les 185 pays membres. Et dans notre coopération avec ces différents pays, nous avons quand même une idée de comment la gouvernance des systèmes de protection sociale est mise en place et quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les écueils à éviter. Sur la question de la gouvernance, même s'il s'agit d'une piqûre de rappel, comme je le disais, je ne vais pas traîner, simplement pour rappeler que c'était quand même un concept qui a été d'abord tenu en suspicion dans les années 90. Notre modérateur, qui est syndicaliste et qui était au Mali, savait qu'à l'époque, quand on parlait de gouvernance, de bonne gouvernance, ça veut dire que ça faisait référence à des conditionnalités qui étaient posées par certaines institutions. Et depuis lors, il y a une évolution parce que c'est devenu un aspect important, fondamental du renouveau politique. Et au niveau africain, vous avez un certain nombre d'engagements qui ont été pris, notamment au niveau de l'Union africaine, au niveau du NEPAD, pour que la gouvernance soit dorénavant un des principes fondamentaux de toute politique qui est menée dans un pays. Alors, toujours dans le rappel de ce qu'on devrait faire, je crois que ça... Ma collègue a quelques difficultés là-dessus, mais j'ai les 12 minutes, donc je vais profiter tant que je les ai encore. C'est-à-dire qu'avant de venir au niveau de la protection sociale, c'est quand même les différents niveaux et domaines que nous avons au niveau de la bonne gouvernance, que ce soit les domaines économiques, politiques, administratifs et institutionnels, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Tout ceci intéresse la gouvernance des socles de protection sociale, de la protection sociale, parce que c'est d'abord au niveau politique, et tout à l'heure Madame la ministre Raoul disait qu'il fallait forcément qu'il y ait un engagement politique, c'est aussi cette gouvernance qu'on retrouve, que ce soit au niveau national, mais qu'au niveau local aussi on puisse la trouver, la bonne gouvernance des systèmes qui sont mis en place. Et ceci, c'est extrêmement important, c'est quand on regarde quels sont les principes directeurs de la bonne gouvernance. Je vais les lire ici avec vous. D'abord, il y a la redevabilité, ou que certains appellent l'imputabilité, la transparence, la non-discrimination, la participation et l'efficacité. Chacun de ces principes de la bonne gouvernance que nous avons et qu'on peut trouver dans d'autres matières, en matière de protection sociale, s'appliquent et sont même nécessaires.
si aujourd'hui il y a une difficulté que nous avons dans la gouvernance des systèmes de protection sociale, c'est que la question de l'imputabilité n'est pas bien établie. C'est-à-dire que ceux qui sont en charge de promouvoir et de mettre en œuvre le système de protection sociale ne sont pas toujours tenus de rendre compte. Parce que quand on rend compte, on a la recherche de la performance. La question de la transparence, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Ceci est extrêmement important. La non-discrimination, que tous ceux qui ont droit puissent y bénéficier et que dans ce bénéfice, tous les segments de l'économie puissent en bénéficier, que ce soit ceux qui sont du secteur formel ou du secteur informel. La participation et là, les conseils économiques et sociaux sont des enceintes de dialogue social. Dans presque tous les pays, les conseils économiques et sociaux sont à composition tripartite ou quadripartite, parce qu'on retrouve des représentants de l'État, des représentants des organisations de travail, des représentants des organisations d'employeurs et la société civile que nous retrouvons là. Et c'est un haut lieu de dialogue social où toutes les lois à caractère social ou économique sont soumises à l'appréciation de ces conseils, où les conseils s'autosaisissent. Ceci, on le retrouve pratiquement dans toutes les constitutions des pays francophones ici présents. Alors, dans ce que c'est finalement la bonne gouvernance et ce que ça pourrait être d'un système de protection sociale, il y a ce point qui est d'abord, c'est un système de règles qui sont vraiment appliquées, donc sans faiblesse, et deuxièmement, des institutions qui fonctionnent vraiment et qui assurent une application appropriée de ces règles avec des responsables chargés, enfin, qui rendent compte sur la performance. Cette définition est extrêmement importante. Un système, c'est bon de le mettre en place, mais il faut que le système fonctionne, qu'il soit efficace et que le système soit performant. C'est ça une des bases de la bonne gouvernance des systèmes de protection sociale ou tout le système qu'on met en place. Alors, au niveau du Bureau international du travail ou de l'Organisation internationale du travail, il y a un certain nombre de principes et de normes qui ont été promus. Et il y a notamment la Convention 102 qui date de 1952. Cette Convention 102, c'est celle qui concerne les minimums de sécurité sociale. Et il y a la recommandation 202 qui a été adoptée donc 60 ans plus tard que la première, qui concerne les socles nationaux de protection sociale dont a parlé amplement ce matin ma collègue Anne Drouin. Et ces deux normes internationales du travail, toutes font référence à la gouvernance des systèmes de protection sociale. Et ces deux normes toutes mettent en exergue la responsabilité de l'État dans la promotion, la mise en œuvre et l'évaluation des systèmes de protection sociale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ces deux normes internationales du travail, toutes contiennent en leur sein, disons, des principes. Et ces principes qui sont la pérennité, la justice sociale et l'équité, la cohérence entre les institutions qui sont chargées d'assurer les services de protection sociale, je vais revenir plus tard là-dessus, le suivi régulier dans la mise en œuvre et l'évaluation périodique, et la participation tripartite. L'OIT est une organisation tripartite et qui renforce en son sein les gouvernements, les organisations de travail et les organisations d'employeurs. Mais on a vu aussi que dans les conseils économiques et sociaux, il y a un élargissement de ce tripartisme que nous appelons dans notre jargon le tripartisme plus, puisque nous avons la société civile qui est comprise, enfin, qui est membre de ces conseils économiques et sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe ou quelles sont les difficultés rencontrées en cas où la gouvernance des systèmes de protection sociale, cette gouvernance laisse à désirer? Vous avez là sur la table, sur l'écran, un certain nombre, ici dans un peu si vous voulez, dans le désordre et brut de décoffrage, un certain nombre de points qu'il faut voir. C'est d'abord la limitation de la couverture des populations qui peuvent prétendre à la protection sociale, les ressources financières qui seront modestes, la représentation et la participation de ceux qui sont bénéficiaires et leurs représentants, la qualité des prestations, le choix qui est fait des bénéficiaires et le problème de la coordination entre les agences et les unités gouvernementales.
Cet aspect, j'aimerais beaucoup insister là-dessus. Dans tous les pays du monde, il n'y a jamais un seul ministère qui a toutes les compétences sur toutes les matières, que ce soit la protection sociale ou un autre domaine. Il y a forcément d'autres ministères qui ont peu ou prou dans leurs attributions des éléments d'un sujet donné. Et au gré des remaniements ministériels, vous avez beaucoup de changements qui se font. Ça, c'est du domaine politique. On ne peut pas y toucher. La chose qu'il faudra souhaiter et pour laquelle il faudra travailler à fond, c'est de mettre en place un système de coordination. Un système de coordination verticale, un système de coordination horizontale qui puisse permettre d'avoir une cohérence dans les interventions, que ce soit au niveau du pays, mais que ce système de coordination permet aussi de prendre avantage de ce que la coopération internationale ou les partenariats peuvent donner. Mais un système qui n'est pas coordonné, où la coordination est faible, produira des effets, limités ou des effets mitigés, puisque les gens se marcheront sur les pieds, et parce que il y aura un dédoublement, des doublons qui se feront par les uns et par les autres, et en fin de compte, l'efficacité recherchée, la performance du système ne sera pas atteinte. Voilà, j'ai 10 minutes, merci. Alors, pour que nous puissions aller rapidement... oui, merci. Alors, quelques éléments qui peuvent permettre d'assurer une bonne gouvernance de la protection sociale. Madame la ministre Raoul l'a dit tout à l'heure, il y a une nécessité d'avoir une vision. Et une vision, c'est ce qu'on fixe le cap sur la durée, disons sur le long terme. Ça, c'est une première chose. Et cette vision se traduit par une politique nationale ou une politique sectorielle en la matière. La deuxième chose, c'est que tout en ayant cette vision, c'est de faire, comme on dit ce matin, quelqu'un a parlé du diagnostic, c'est d'avoir un clair diagnostic de la situation, des forces et des faiblesses qui font face, et les contraintes à la fois administratives et les contraintes financières qu'on a. C'est sur ça qu'on peut maintenant avoir la vision et construire un système. Je parlais tantôt de la nécessité d'avoir un système performant. Et cette performance est liée à la disponibilité d'une administration performante. Les conditions pour qu'une politique soit mise en œuvre, même la politique la mieux élaborée, c'est la disponibilité d'une administration efficace et performante. Tant qu'on ne l'a pas, il y aura toujours quelques difficultés. Et autre élément aussi que j'avais cité tantôt, c'est la question de la coordination. Elle est essentielle, que ce soit ici au Niger ou dans les autres pays, et nous l'observons tous les jours, qu'il y a une nécessité de promouvoir, de mettre en place un solide système de coordination de tous les intervenants de la protection sociale. Il y a l'état de droit, puisqu'il y a quand même des ressources qui sont mobilisées, il y a des gens qui... ces ressources sont mobilisées au niveau national, au niveau des individus. Il faudra que ces ressources, il y ait une transparence dans leur gestion et que l'État de droit permette de faire les audits notamment. Je parlais de la gestion financière et la responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'il faut que ceux qui sont les bénéficiaires puissent avoir droit à la parole et qu'ils puissent se prononcer sur les choses. Voilà, mesdames et messieurs, puisque le modérateur me rappelle à l'ordre les quelques mots que je voulais dire en introduction sur la gouvernance de la protection sociale. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur. Et merci, chers participants au colloque. Donc, je m'en vais vous présenter la contribution du Conseil économique et social du Niger, CESOC, dont je suis membre et particulièrement membre de la Commission Affaires sociales. J'interviens sur le rôle du CESOC dans la gouvernance de la mise en œuvre des socles de protection sociale universelle au Niger. Mes propos s'articulent autour de 3 points. Les principaux risques sociaux et leurs réponses au Niger, les rôles et missions du CESOC, la contribution du CESOC dans la gouvernance des mises en œuvre des socles de protection
universelle. L'idée d'une protection sociale universelle est de nos jours une valeur cardinale des sociétés modernes avec leur idéal de respect de la valeur humaine. Cependant, la traduction concrète de cette idée dans le quotidien des citoyens reste un défi majeur dans nos différents pays. La protection sociale s'entend comme l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus et aux ménages de faire face financièrement et socialement aux conséquences des risques. Et la politique nationale de protection sociale au Niger, dans sa page 8, dit ceci: la protection sociale englobe tout un ensemble d'investissements publics et d'initiatives, tant formelles qu'informelles, susceptibles directement de remédier aux risques, à la vulnérabilité et à la pauvreté chronique. En ce sens, l'idée d'une gouvernance du socle de protection sociale prend tout son sens, car renvoyant à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle des différents dispositifs en vue du mieux-être social des couches populaires concernées. Nos propos donc visent à faire ressortir quelques démarches entreprises ou à mettre en œuvre au Niger en vue de l'enracinement des socles de protection sociale. Les principaux risques sociaux les plus pressants au Niger sont liés à la pauvreté, au handicap, aux maladies professionnelles, aux accidents du travail, à la vieillesse, à la retraite, au veuvage, à la perte d'autonomie, à l'emploi, à l'assurance chômage, à l'insertion professionnelle, au logement décent, aux catastrophes naturelles. L'État du Niger a pris conscience de cet état de fait et a régulièrement pris des actes tendant à minimiser, voire à éradiquer ces risques qui hantent la majeure partie des Nigériens. C'est ainsi que nous pouvons dégager comme politique de mise en œuvre, nous pouvons dire que la gouvernance de protection sociale au Niger est matérialisée dans la Constitution du 25 novembre 2010. Dans les différentes lois que l'Assemblée nationale a eu à voter, dans la ratification de plusieurs conventions et déclarations internationales relatives à la protection sociale, dans l'élaboration de plusieurs politiques nationales, dont celle relative à la protection sociale d'août 2011 qui agit selon les dimensions de prévision, prévention, promotion et transformation. Elle se matérialise aussi dans l'organisation d'un forum national sur la protection nationale en novembre 2013, dans le programme de développement économique et social PDES 2012-2015 et dans la mise en œuvre de l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens, communément appelée 3N. Dans l'instauration des régimes sociaux d'aide tels que la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, la gratuité des soins pour des personnes infectées à certaines maladies, dont le VIH-Sida, la scolarité obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans, l'instauration d'une aide sociale pour soutenir, par exemple, les étudiants non boursiers de l'État, etc. Mais dans tout ceci, quel est le rôle, quels sont les rôles et les missions du CESOC? Le CESOC, il faut le dire, est une institution consacrée par la Constitution du 25 décembre 2010. C'est l'article 54 qui crée le Conseil économique et social. Et il s'entend comme une assemblée consultative de conseils et de concertation dans les domaines économiques, social et culturel. Et relativement à la question qui nous réunit ce soir, la protection sociale, le CESOC a pris conscience du fait que la protection sociale est un droit consacré par la Constitution du 25 novembre 2010 de la République. Et de ce fait même, il y a nécessité d'une loi dans ce sens. Et cette loi sur la protection sociale concernera les domaines sociaux suivants: la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la sécurité sociale, le travail et l'emploi, les services sociaux et infrastructures sociales de base, les actions spécifiques en faveur des groupes vulnérables. Et c'est cette loi, dans les missions du CESOC, qu'elle a à initier et à soutenir
dans son application qu'il y aura certains défis à relever, tels que par exemple le défi de l'insécurité alimentaire qui est devenu une réalité chronique dans le Niger, le défi de l'accès inéquitable aux services sociaux et infrastructures sociales de base, le faible accès à l'emploi et au travail décent pour les jeunes, les vulnérabilités spécifiques selon les genres. En conclusion, nous pouvons dire que les groupes les plus vulnérables au Niger sont enlisés dans une spirale de vulnérabilité et que l'investissement dans la protection sociale est le meilleur moyen de réduire les inégalités croissantes qui entravent le développement socio-économique du pays. D'où ces quelques recommandations. À savoir que le CESOC est appelé à faire un plaidoyer conséquent auprès du président de la République et de l'Assemblée nationale en vue d'accélérer le processus d'élaboration et d'adoption de la loi sur la protection sociale. De plaider aussi pour l'institution d'un fonds de solidarité pour la protection sociale et, j'ose l'espérer, de rédiger un avis sur la gouvernance de la mise en œuvre des protections sociales universelles au Niger au sortir du présent colloque. Merci de votre aimable attention. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, j'avoue que je suis ravi d'être à cette conférence puisque le thème renvoie à des thématiques auxquelles la France est très attachée, comme a pu vous le dire ce matin le représentant de l'ambassade de France, puisque le fait de parler de socle de protection sociale universelle renvoie à une définition qu'a toujours défendue la France dans les discussions internationales qui ont conduit à l'adoption de la résolution sur les socles de protection sociale, à savoir que les socles nationaux de protection sociale, puisqu'ils sont définis au niveau de chaque pays, constituent bien les fondations d'un système universel de protection sociale. Ça constitue la première marche pour aller vers un système universel qui couvre l'ensemble de la population. Donc je tiens à remercier en particulier Michel Toussaint, le secrétaire général de l'USECIF, lorsqu'il nous a invités à participer à ce séminaire. On a été assez enthousiastes et la thématique de la gouvernance, c'est au cœur finalement des enjeux pour la construction d'un système de protection sociale, puisque si la cible est relativement simple à définir, à savoir mettre en place un système de protection sociale, la question c'est savoir comment on y parvient, et ça c'est beaucoup plus compliqué, comment on implique les différents acteurs. Donc dans le programme, il y a un titre un petit peu pompeux qui a été mis à ma présentation, mais c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai suggéré. J'ai parlé de l'exemple de la France et les leçons de la coopération en matière de gouvernance. Alors par exemple, il ne faut pas comprendre modèle. La question c'est de savoir, sur un système ancien comme le système français, on a été mis en place en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, finalement, sur ce long processus historique, près de 70 ans de construction d'un système de sécurité sociale, quelles sont les leçons qu'on en a tirées, dans les erreurs qu'on a faites et dans les réussites qu'on a pu également avoir. Donc c'est un petit peu ça l'idée de ce qu'on veut partager avec vous. Donc comme je l'ai dit, le système français de sécurité sociale, c'est un système qui a près de 70 ans. Il présente plusieurs originalités qui tiennent pour une bonne part à son histoire, aux mécanismes d'assistance publique et de prévoyance sociale qui ont été mises en place, ont succédé à la fin du XIXe siècle des systèmes d'assurance sociale. Mais la protection sociale dans sa forme actuelle, elle est née après la Seconde Guerre mondiale, suite aux travaux qui avaient été menés pendant la Résistance, et les grands principes actuels, plus de 70 ans après, ils sont toujours vrais. Je vais vous citer 4 principes qui nous semblent importants d'un point de vue français. Le premier principe, c'est le principe d'universalité. Par universalité, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est l'idée que l'ensemble des nationaux et des résidents sont couverts par le système et que l'adhésion au système de protection sociale est obligatoire.
Mais l'universalité qu'on a pu atteindre aujourd'hui en 2014, je me trompe dans les dates, du système de sécurité sociale, elle n'existait pas lorsqu'on l'a créé en 1945. Lorsqu'on a créé notre système en 1945, on n'a pas immédiatement couvert l'ensemble des risques. Par exemple, le risque chômage en France, il ne rentre pas dans le cadre de la sécurité sociale, tout simplement parce que lors de la création en 1945, il n'y avait pas de chômage. Donc on ne s'est pas posé la question de couvrir les personnes qui n'avaient pas d'emploi. La couverture maladie universelle, qui est la couverture maladie destinée aux plus pauvres, elle a été mise en place en 2000. Donc ça veut dire c'est qu'en 2000 qu'on a atteint la couverture de l'ensemble de la population. Donc on voit bien que c'est une construction par étapes. Construction par étapes parce que ce n'est pas possible de faire du jour au lendemain de couvrir l'ensemble de la population lorsqu'elle n'est pas couverte. En tout cas, c'est la voie qui avait été choisie par la partie française. Deuxième principe, après le principe d'universalité, c'est le principe de globalité. Globalité, c'est l'idée que l'ensemble des risques sont couverts par le système de sécurité sociale et de protection sociale français. Donc ça va du risque maladie, du risque vieillesse, du risque accident du travail, maladie professionnelle, tout ce qui concerne les prestations familiales, et également le chômage et plus récemment les questions de dépendance et de prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Troisième principe, après le principe d'universalité et de globalité, c'est le principe de solidarité. Le système français, aujourd'hui, c'est un système mixte. Il combine à la fois des principes issus des assurances professionnelles, mises en place avant la Seconde Guerre mondiale, avec des dispositifs reposant sur la solidarité. C'est le cas, par exemple, du revenu minimum vieillesse. Et donc, ça se traduit par un financement mixte de notre système de protection sociale qui repose à la fois sur des cotisations sociales, mais également sur un financement par l'impôt. Parce que lorsqu'on passe d'une couverture qui concerne uniquement les travailleurs, c'est simple de la faire, les travailleurs et les ayants droit et la famille, c'est simple de la faire reposer uniquement sur les cotisations sociales, mais lorsqu'il s'agit de couvrir des personnes qui ne contribuent pas parce qu'elles sont au chômage, eh bien, il s'agit de trouver des moyens de financement. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a introduit un financement par l'impôt avec des impôts spécifiques qu'on a pu développer comme la contribution sociale généralisée. Et j'en parle pourquoi? Parce que du fait d'avoir ce système mixte, ça a des conséquences en termes de gouvernance. Puisque le quatrième principe, c'est la gestion paritaire de notre système, à savoir que la quasi-totalité des organismes de protection sociale en France sont gérés par des représentants des assurés et des employeurs, donc les syndicats et le patronat, mais ça se fait sous la tutelle de l'État. Lorsqu'on a créé la sécurité sociale en 1945 en France, le père de la sécurité sociale en France, c'est Pierre Laroque. Et il avait souhaité que l'État ne s'occupe pas directement de la sécurité sociale et que sa gestion soit laissée aux représentants des travailleurs et des assurés pour qu'ils puissent s'approprier le système et gérer au mieux finalement les contributions qu'ils prenaient sur le revenu du travail. Mais à partir du moment où on a élargi cette sécurité sociale pour couvrir l'ensemble de la population, il a bien fallu donner un rôle plus proéminent à l'État pour mettre en cohérence la politique de sécurité sociale avec la politique d'ensemble de financement de l'État, puisqu'il y a une interaction également entre les questions de financement et les questions de gouvernance de la sécurité sociale. Alors, mon président qui devait intervenir aujourd'hui, Jean-Marie Speth, qui est l'ancien président de la Caisse nationale d'assurance maladie et d'assurance retraite en France et qui malheureusement, suite à l'annulation d'un certain nombre de vols avec Air France, n'a pas pu arriver jusqu'ici, il vous aurait dit que l'un des enjeux majeurs actuellement en France en matière de gouvernance, c'est la remise en cause qu'il y a parmi un certain nombre d'acteurs de la représentativité démocratique, puisqu'il y en a un certain nombre qui contestent finalement la légitimité des syndicats, des partenaires sociaux, la légitimité des parlementaires, et ça se traduit en termes de gouvernance par une remise en cause un peu plus globale de la sécurité sociale. On commence à voir des groupes qui se constituent, qui vont contester finalement le paiement des cotisations sociales, etc.
Donc, il aurait insisté sur un principe qui a été mis en avant par mon collègue du BIT, c'est celui de la transparence. Pour lui, il est très important de pouvoir associer d'une manière ou d'une autre la société civile, que ce soit à travers les syndicats, même si leur représentation peut être parfois imparfaite, pour permettre justement de créer cette confiance qui est nécessaire pour que puisse s'établir un système soutenable et pérenne de sécurité sociale. Donc j'ai bien aimé finalement la première séquence de ce matin quand on avait l'ensemble de la salle qui était remplie, et comme l'a souligné Monsieur le Premier ministre, on entendait les enfants qui se manifestaient dans la salle, puisque la sécurité sociale c'est ça, c'est finalement couvrir aux différents âges de la vie l'ensemble de la population. Et donc à travers la gouvernance, il faut trouver des systèmes et des moyens qui permettent d'associer l'ensemble de la population. Alors, moi je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin dans ma présentation, c'est pour semer quelques graines qui vont être développées après par un certain nombre de mes collègues qui font partie de la délégation française. Dans la salle, j'ai Jean-Philippe Huchet qui représente notamment la mutualité française et qui va intervenir dans l'une des prochaines tables rondes sur finalement en quoi les mutuelles peuvent être l'un des acteurs de la construction des socles de protection sociale. J'aurai également deux autres collègues qui vont arriver, si tout va bien, cette nuit, qui interviendront demain. Olivier Collin, de la mutualité sociale agricole, qui lui expliquera les exemples de coopération menés par la mutualité sociale agricole dans un certain nombre de pays d'Afrique, et comment on a pu associer cette population qui, pour un certain nombre de pays, fait partie du secteur informel, à savoir les travailleurs agricoles, à la construction d'un système. Et j'aurai également le docteur Perrault du régime social des indépendants, qui lui va partager avec vous un certain nombre de coopérations qu'on a fait avec plusieurs pays, puisque en France, on a un régime spécifique pour les travailleurs indépendants. Donc en France, on a un système assez complexe qui associe à la fois un régime général pour les travailleurs salariés, un autre spécifique pour les travailleurs agricoles. Alors, mon micro est coupé pour que je puisse conclure, je crois. Alors, mais c'est encore coupé, mais bon. Le message que je vais vous faire passer, c'est ce que vous allez retrouver chez les différents intervenants, c'est qu'il n'y a pas une solution unique pour arriver à la construction d'un socle de protection sociale. Ce qu'on peut partager avec vous, finalement, ce sont les ingrédients de la recette, mais la recette, c'est à vous de la construire en fonction de la spécificité de chaque pays. Ce sur quoi il faut être d'accord, et là où les conseils économiques et sociaux que vous représentez ont un rôle majeur à jouer, c'est de faire passer justement au pouvoir public ce message de comment on associe à ces différentes réformes la société civile pour que finalement on arrive à travers la sécurité sociale à une cohésion sociale d'ensemble qui permet d'arriver à un pays soutenable avec une croissance économique partagée. Je vous remercie et je suis très intéressé par la suite des travaux. Merci beaucoup. Je m'en excuse aussi d'accord parce que je n'avais pas autre procédure, autre méthode qui me permet de signaler à l'intérieur de l'esprit de tous. Peut-être que le directeur me suit. Donc quand ça va être à 2 minutes, dans le corps, puis vous m'avez à la reste, il n'y a pas de peine que je ne sais pas si ça va se faire. C'est cela, je pense avoir. Merci le bureau. Je dirais, asile. Merci. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la délégation marocaine, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements les plus vifs aux organisateurs et aux autorités du Niger pour avoir permis au Maroc de participer et de contribuer à ce débat très important. Il est acquis, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, que la protection sociale est une triple exigence politique, économique et sociale. Elle constitue également un levier de lutte contre la pauvreté et l'exclusion et reste un levier indispensable à toute cohésion sociale. En épousant cette logique, le Maroc s'est lancé dans la construction de son système de protection sociale en prenant
la progressivité et cherchant la globalité. De ce fait, une approche historique s'impose pour présenter le modèle marocain des socles de protection sociale. Le survol historique nous renseigne que le système de protection sociale au Maroc existait bien avant son indépendance. Les premières sociétés mutualistes ont été établies sous la forme de mutuelles de services par et pour les fonctionnaires français des protectorats entre 1919 et 1946. La diversité des aspects de ce système, comportant la couverture médicale de base et complémentaire, la couverture sociale, la couverture des maladies professionnelles et accidents de travail et autres, nous impose d'adopter une approche analytique ressortant les défis et les perspectives du système de protection sociale au Maroc. Le Maroc a démarré d'ailleurs sa couverture universelle en 2002 pour la maladie par l'adoption d'un code sur la couverture médicale de base, créant deux régimes, un régime pour les actifs et les titulaires de pension et un régime pour les économiquement diminués, RAMED. En plus de ces deux régimes, le système marocain a la particularité de créer une autorité de régulation. C'est l'Agence nationale de l'assurance maladie qui a deux missions principales: réguler l'assurance maladie obligatoire et gérer les ressources financières du RAMED. 8 ans après, 58% des Marocains sont couverts contre le risque maladie, soit 18,2 millions. Par ailleurs, il convient de noter l'importance du secteur de la mutualité au Maroc. Son rôle a été décisif dans le financement et l'accès de ses membres et de leurs ayants droit à des équipements et des soins de santé, du fait que les sociétés mutualistes ont opéré en tant qu'assureurs sociaux de première ligne. Concernant la retraite, elle se caractérise par la concomitance de plusieurs régimes de retraite et d'un régime général de sécurité sociale. Ces régimes se distinguent les uns des autres quant à leur statut, leurs bénéficiaires, leur mode de gestion et leurs prestations. Les 4 régimes à caractère général et le régime facultatif, tous réunis, couvrent actuellement plus de 30% de la population marocaine. En plus du dispositif cité, le Maroc dispose d'autres mécanismes de protection sociale. Il s'agit de plusieurs leviers dans le domaine de soutien de la population à la lutte contre la pauvreté, en vue de renforcer le système de la protection sociale au Maroc. À cet égard, il convient de citer la caisse de compensation qui se charge essentiellement du soutien des prix des produits pétroliers liquides, le gaz, le butane, le sucre et la farine nationale. L'initiative nationale de développement humain qui constitue un apport notable pour les politiques publiques sociales, mais également un programme ambitieux visant à soutenir les populations les plus vulnérables à travers un ciblage spécifique des zones et des populations pauvres. Le Conseil économique et social du Maroc a consacré un avis à cette initiative élaborée à partir d'un bilan global, analytique et synthétique dans lequel il a salué les réalisations enregistrées durant sa première phase. Un troisième mécanisme est le programme pilote de transfert monétaire conditionnel lancé en 2008. Il s'agit du programme TISIR visant à apporter une contribution financière à des familles pauvres à condition que leurs enfants utilisent certains services sociaux, en l'occurrence l'école. Le but est d'agir sur l'abondance scolaire. Le quatrième est le recours aux outils de l'économie solidaire et sociale qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, le modèle marocain de la protection sociale fait face à des défis importants et des perspectives prometteuses. En effet, malgré la diversité des régimes et des programmes mis en place, et bien que la protection sociale est considérée désormais comme droit reconnu par l'article 31 de la Constitution de 2011, plusieurs défis se dressent face au système. Il s'agit principalement de mettre en place des stratégies d'extension des régimes de manière à réduire la part des dépenses de santé directe des ménages, d'améliorer le niveau des prestations actuelles et leur qualité, de garantir l'accessibilité économique et financière des systèmes de sécurité sociale, d'encourager la négociation collective afin d'aboutir à la conclusion des grands contrats sociaux concertés et équilibrés, d'assurer la performance du système et de repenser sa gouvernance dans le sens d'une meilleure gestion couplée à la reddition des comptes. Cela passera par une généralisation concertée, un ciblage des dépenses publiques allouées aux différents régimes de façon à protéger les pauvres et à ne pas subventionner les riches, et par une réforme fiscale fondée sur le partage équitable de l'effort contributif ainsi que sur la